Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mêler deux thèmes. Le thème que je fais aujourd'hui, donc plutôt de l'histoire, et le thème que je faisais avant, l'horreur. On va mélanger le tout pour aborder ensemble les horreurs de l'histoire. On va voir des événements, des comportements, mais aussi des accidents qui ont marqué l'histoire. Alors pas l'histoire avec un grand H, ce sont des événements qui ont eu lieu mais qui n'ont pas eu forcément d'impact majeur. Mais ils existent et c'est très bien je trouve de les aborder, ils font quand même partie de l'histoire. Il est possible que vous découvriez certains faits historique, c'est le but des vidéos, apporter quelque chose en plus, et pour cette vidéo précisément, ça va être par le biais de l'horreur. Alors je vous préviens, il n'y aura pas de screamer, de choses pour vous faire peur directement, ça va être des histoires qui sont considérées comme abominables, des cas d'horreur, mais je ne mettrai pas d'images trop explicites. Il peut y en avoir parfois pour certains cas, le but c'est avant tout d'apprendre au moins un truc. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner si c'est le cas. Retrouvez-moi aussi sur Instagram AkenTV, je vous le mets juste ici, et si maintenant vous êtes prêts, bien installé, on est parti pour voir ensemble les horreurs de l'histoire. La disparition de la colonie de Roanoke commence en 1587 sur une île située au large de l'actuelle Caroline du Nord. À ce moment-là, l'Angleterre cherche à s'implanter durablement dans le Nouveau Monde. L'objectif n'est plus seulement d'explorer ou de cartographier, il s'agit cette fois de fonder une vraie colonie avec des familles, des enfants, des maisons, des réserves et l'espoir de tenir sur place. À la tête de cette expédition, il y a John White. Il n'emmène pas seulement des soldats ou des aventuriers, il emmène des hommes, des femmes, des enfants, des civils venus s'installer pour de bon. Parmi eux, il y a aussi sa fille, Eleanor Dare, enceinte. Quelques jours après l'arrivée, elle donne naissance à une petite fille. Son nom est Virginia Dare. Elle devient le premier enfant anglais né dans cette colonie du Nouveau Monde. Sur le papier, tout semble annoncer le début d'une implantation historique. Mais en réalité, la situation est déjà fragile. L'endroit n'est pas stable. Les relations avec certains peuples autochtones sont tendues. Les vivres sont limités. L'organisation est précaire et très vite, les colons comprennent qu'ils ne pourront pas tenir longtemps sans aide extérieure. Ils demandent alors à John White de repartir en Angleterre pour chercher des provisions, du matériel et des renforts. White accepte. Le problème, c'est qu'il laisse derrière lui plus d'une centaine de personnes, dont sa propre famille, dans une colonie isolée, vulnérable et déjà menacée par le manque de ressources. À ce moment-là, il pense partir pour quelques mois, mais il ne reviendra pas avant 3 ans. Ce retard ne vient pas d'un oubli, ni d'un abandon volontaire. Au même moment, l'Angleterre entre dans une période de crise militaire avec l'Espagne. La guerre contre l'armada espagnole mobilise les navires, les hommes, les priorités du royaume. White essaie de revenir, mais il est bloqué. Les mois passent, puis les années. Pendant tout ce temps, la colonie de Roanoke reste seule. Personne ne sait exactement ce qui se passe là-bas entre 1587 et 1590. C'est précisément dans ce vide que l'affaire devient glaçante. On ne possède ni récit direct, ni journal complet, ni témoignage sûr de ce qui est arrivé aux hommes, aux femmes et aux enfants restés sur place. On sait seulement qu'ils étaient là, puis qu'ils n'y étaient plus. Quand John White parvient enfin à revenir en août 1590, il débarque sur l'île avec l'idée de retrouver les siens. Cela fait 3 ans qu'il les a laissés derrière lui. 3 ans sans nouvelles, 3 ans d'attente. 3 ans pendant lesquels sa fille et sa petite-fille ont pu mourir, survivre, fuir, être attaquées ou disparaître. En approchant de l'île, il aperçoit des signes qui laissent croire qu'il y a peut-être encore de la vie. Mais une fois sur place, quelque chose ne colle pas. La colonie est vide. Il n'y a personne. Pas de voix, pas de fumée de foyer, pas de mouvement, pas d'accueil, pas de corps non plus. C'est un point essentiel. White ne découvre pas un site ravagé par un massacre évident. Il ne tombe pas sur des squelettes éparpillés, ni sur des traces indiscutables de combat. Ce qu'il découvre est plus dérangeant encore, un lieu déserté. Les habitations ont été démontées. Pas incendiées et pas détruites à la hâte, mais démontées. Ce détail est capital parce qu'il suggère un départ organisé ou au moins préparé. Les colons n'ont peut-être pas fui dans la panique, ils ont peut-être quitté les lieux de leur propre initiative. Mais si c'est le cas, pour aller où et dans quel état? Très vite, White remarque un premier indice. Sur un arbre, les lettres Crow ont été gravées. Puis sur un poteau de la palissade, un mot entier apparaît. Croatoan. Ce mot n'est pas inconnu. Croatoan est le nom d'une île voisine, aujourd'hui associée à Hatteras Island, ainsi que celui d'un peuple autochtone avec lequel les Anglais avaient déjà eu des contacts. Avant son départ, White avait convenu avec les colons qu'en cas de déplacement, il laisserait un signe pour indiquer la direction prise. S'il partait sous la contrainte ou sous la menace, il devait normalement laisser une croix de détresse. Or, il n'y a pas de croix. Seulement ce mot, Croatoan. Pour White, cela change tout. Cela signifie que, selon lui, les colons ne se sont peut-être pas volatilisés dans la nuit. Ils auraient quitté Roanoke pour rejoindre Croatoan. Peut-être pour y trouver un terrain plus sûr, peut-être pour être aidés,
peut-être pour se mêler à une population alliée afin de survivre. C'est l'explication la plus immédiate. Et pourtant, même là, rien ne se passe comme prévu. White veut suivre cette piste, il veut partir vers Croatoan pour retrouver les survivants, s'il y en a encore. Mais le mauvais temps, l'état de la mer et les difficultés du voyage l'en empêchent. Il doit renoncer. Il quitte la zone sans jamais avoir pu vérifier ce que signifiait réellement cette inscription. Et c'est là que le mystère se referme. Parce qu'à partir de ce moment, la colonie de Roanoke bascule dans le silence. Les archives ne donnent pas de réponse définitive. Les recherches menées ensuite ne permettent pas de retrouver un groupe clairement identifié de survivants. Les théories commencent alors à se multiplier. La plus sobre est celle d'un déplacement vers Croatoan, suivi d'une assimilation progressive. Dans ce scénario, les colons auraient quitté Roanoke, emporté ce qu'ils pouvaient, puis rejoint des communautés autochtones pour survivre. Avec le temps, ils se seraient fondus dans un autre groupe, perdant leur identité anglaise distincte au fil des générations. Cette hypothèse repose sur plusieurs éléments logiques. D'abord, l'absence de scènes de massacre visibles sur place. Ensuite, les maisons démontées qui donnent l'impression d'un départ préparé. Enfin, le mot Croatoan qui ressemble à un message volontaire plutôt qu'à une énigme laissée au hasard. Mais cette hypothèse ne résout pas tout. Si les colons ont survécu, combien de temps ont-ils tenu? Dans quelles conditions? Sont-ils tous partis ensemble, ou une partie seulement? Ont-ils été accueillis, absorbés ou attaqués plus tard? Ont-ils laissé des descendants? Ou la faim, la maladie et les tensions ont-elles fini par les emporter loin des regards? D'autres théories évoquent une dispersion en plusieurs groupes. Certains auraient tenté de rejoindre Croatoan, d'autres auraient cherché à gagner l'intérieur des terres. D'autres encore auraient pu périr pendant le trajet, au milieu des marées, des tempêtes, du manque de nourriture ou de conflits locaux. Il existe aussi des hypothèses plus violentes, un massacre par certains groupes autochtones hostiles ou une mort progressive due à la famine et à l'isolement. Mais là encore, il manque la preuve décisive. Le problème de Roanoke, ce n'est pas l'absence totale d'indices, c'est l'existence d'indices trop faibles pour trancher. Et c'est ce qui rend cette affaire aussi tenace. On ne parle pas ici d'un seul homme disparu, ni d'un navire perdu en mer, ni d'un crime isolé. On parle d'une communauté entière, plus d'une centaine de personnes, des adultes, des enfants, des familles. Une colonie anglaise complète qui s'installe, construit, espère s'ancrer, puis disparaît sans laisser derrière elle de scène finale identifiable. Le plus troublant, c'est peut-être justement l'absence de chaos visible. Dans beaucoup d'affaires anciennes, on retrouve au moins des restes, des ruines, des traces de violence, des sépultures, quelque chose qui permette de reconstruire la fin. À Roanoke, le site semble avoir été quitté, c'est presque plus inquiétant, parce que cela veut dire que les colons ont peut-être eu le temps de comprendre qu'ils ne pouvaient plus rester, qu'ils ont peut-être rassemblé leurs biens, qu'ils ont peut-être fait monter les enfants dans des embarcations ou organisé une marche, qu'ils sont partis avec l'idée d'être retrouvés, et pourtant, personne ne les a revus avec certitude. John White, lui, n'a jamais retrouvé sa fille. Il n'a jamais retrouvé sa petite fille. Il n'a jamais su ce qu'étaient devenues les personnes qu'il avait laissées derrière lui. Il est reparti avec un mot gravé dans le bois et rien d'autre. Depuis, des siècles de recherches, de fouilles et d'hypothèses n'ont pas suffi à refermer complètement le dossier. Des objets retrouvés ici et là ont parfois relancé l'idée d'une assimilation ou d'un déplacement. Des études ont proposé plusieurs scénarios plausibles, mais aucune découverte n'a permis de dire de manière définitive « voilà ». Ce qui leur est arrivé. La colonie de Roanoke reste donc ce qu'elle a toujours été. Non pas seulement une disparition, mais un vide. Un groupe entier envoyé fonder l'avenir d'un empire, puis absorbé par le paysage, par la distance, par le temps et par 3 années de silence. Quand John White a quitté l'île, il pensait revenir vite. Quand il est revenu, il ne restait qu'un mot. Et dans ce mot, il n'y avait ni explication, ni adieu, ni certitude. Seulement une direction, et après cette direction, plus rien. En septembre 1857, un convoi d'émigrants traverse le sud de l'Utah en direction de la Californie. Ce groupe est constitué de familles, de voyageurs, d'éleveurs, d'hommes armés pour protéger leurs biens, mais aussi de femmes et d'enfants. Ils avancent avec leurs chariots, leurs troupeaux, leurs réserves et l'idée d'attendre l'ouest pour recommencer ailleurs. La plupart viennent de l'Arkansas. Ils ne savent pas encore qu'en entrant dans cette région, ils pénètrent dans un territoire tendu, fermé et déjà gagné par la peur. À ce moment-là, l'Utah est en état de crise. Le pouvoir local mormon vit dans la crainte d'une intervention fédérale. Ce qui sera appelé plus tard la guerre de l'Utah est déjà en train de se préparer. Des sermons violents ont durci les esprits. Des ordres ont été donnés pour économiser les ressources. La méfiance envers les étrangers est forte. Dans cette atmosphère, le passage d'un convoi venu d'Arkansas ne provoque pas seulement de l'agacement, il alimente des soupçons. Les voyageurs sont vus par certains comme des hommes de passage, potentiellement hostiles, dans un moment où tout le territoire s'attend à un affrontement. Le convoi avance malgré tout. Il traverse des localités du sud de l'Utah, cherche à acheter du grain, à faire paître le bétail, à se ravitailler.
Les disputes éclatent. Elles ne sont pas forcément énormes à l'échelle d'une migration vers l'ouest, mais dans ce climat, elles prennent un poids particulier. Les colons locaux supportent mal la présence de ces émigrants qui demandent des vivres à un moment où les ressources sont déjà surveillées. De l'autre côté, les voyageurs comprennent qu'ils ne sont pas les bienvenus. La tension monte, rien n'est encore irréversible, mais la méfiance est installée. Pendant ce temps, dans le sud de l'Utah, des responsables locaux discutent de ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que ces hommes ne sont pas seulement des figures religieuses, ils occupent aussi des fonctions civiles et militaires. Les rôles se mélangent, les réunions s'enchaînent. Certains veulent éviter toute attaque directe, d'autres envisagent la violence. Un messager est envoyé vers Salt Lake City pour demander des instructions à Brigham Young. Mais le temps que la réponse arrive, des hommes sont déjà partis agir, et à partir de là, l'affaire bascule. Le convoi finit par atteindre Mountain Meadows, une vallée utilisée comme halte. C'est un lieu où l'on peut trouver de l'herbe et de l'eau, un endroit logique pour s'arrêter, laisser souffler les animaux, réparer, manger, et reprendre ensuite la route. Pour les familles du convoi, c'est censé être une pause. En réalité, c'est l'endroit où elles vont être bloquées, encerclées, puis détruites. Le 7 septembre 1857, une première attaque est lancée contre le convoi. Des miliciens locaux y participent, accompagnés d'alliés autochtones recrutés pour l'opération. Dès le départ, une partie des assaillants cherche à faire croire que l'attaque vient uniquement d'autochtones. Ce point est important parce qu'il montre déjà une volonté de brouiller les responsabilités. Mais les voyageurs résistent. Ils regroupent leurs chariots, les mettent en cercle, utilisent leurs véhicules comme protection, creusent des retranchements sommaires et ripostent. L'attaque rapide prévue au départ échoue. Elle se transforme en siège. Pendant plusieurs jours, le convoi reste enfermé dans cette position défensive. Les familles sont coincées. Elles ont peu d'eau, peu de marge, peu de nourriture fraîche. Les blessés restent sur place. La chaleur, la fatigue, la peur et le manque de ressources pèsent de plus en plus. Dehors, les assaillants savent maintenant que l'opération n'a pas été propre, ni rapide, ni discrète. Et surtout, ils craignent que certains voyageurs aient reconnu la présence d'hommes blancs parmi les attaquants. À partir de ce moment-là, le problème n'est plus seulement d'arrêter le convoi, c'est aussi d'empêcher qu'il reste des témoins capables de raconter ce qui s'est réellement passé. La décision qui suit est l'un des éléments les plus froids de toute l'affaire. Le siège ne se termine pas par un assaut final désordonné, il débouche sur un plan. Les assiégés vont être trompés. On leur fait croire qu'une négociation a abouti, qu'une trêve est possible, qu'ils peuvent sortir vivants de la vallée à condition de remettre leurs armes et une partie de leurs biens. Des hommes approchent sous drapeau blanc. Un drapeau américain est également visible. Le message est simple, la bataille est finie, un arrangement a été trouvé, vous serez escortés en sécurité. Pour des familles épuisées, encerclées à court de réserve, cela ressemble à la seule issue possible. Les voyageurs acceptent. On les fait alors sortir de leur position retranchée, et c'est là que tout est organisé pour que le massacre soit total. Les hommes adultes sont séparés des femmes et des enfants. Ils sont placés à distance, chacun aux côtés d'un membre de l'escorte. Les femmes et les plus jeunes avancent à part. Les chariots, le bétail, les provisions sont abandonnés derrière eux. Puis, à un signal convenu, les hommes de l'escorte se retournent contre les voyageurs qui les accompagnent. Les tirs partent à bout portant, et presque au même moment, les femmes, les enfants plus âgés et les autres membres du convoi sont attaqués à leur tour par d'autres assaillants dissimulés à proximité. Ce n'est plus une bataille, c'est une exécution. Le bilan est massif. Environ 120 hommes, femmes et enfants sont tués. Seuls 17 très jeunes enfants sont laissés en vie parce qu'ils sont considérés comme trop petits pour pouvoir raconter précisément ce qu'ils ont vu. Cette logique seule donne la mesure de ce qui s'est joué sur place. Les survivants ne sont pas épargnés par compassion, ils le sont parce qu'ils sont jugés inutiles comme témoins. Après le massacre, les corps ne sont pas traités avec dignité. Certains restes sont enterrés sommairement, mais beaucoup demeurent exposés. Les effets personnels, les vêtements, le bétail et les biens du convoi sont récupérés, distribués ou vendus. Les enfants survivants sont emmenés dans des foyers locaux. Plus tard, lorsqu'ils sont récupérés par les autorités américaines et rendus à leurs proches, des témoignages décrivent leur état comme misérable. L'affaire ne s'arrête donc pas à la mise à mort. Elle continue dans la dissimulation, l'appropriation des biens et la tentative d'effacer les responsabilités. La réponse envoyée depuis Salt Lake City arrive trop tard. Le messager revient 2 jours après le massacre avec une instruction disant de ne pas s'en prendre au convoi et de le laisser passer. Ce décalage est essentiel parce qu'il montre que le crime a été déclenché et mené localement avant que l'ordre inverse n'arrive. En revanche, les historiens retiennent aussi qu'un climat de peur, de discours radicaux et de suspicion a contribué à rendre possible une telle décision. Le massacre n'est pas né dans le vide, il est né dans un territoire où les esprits avaient déjà été préparés à voir l'étranger comme une menace. Ensuite vient le temps du mensonge. Les responsables cherchent à faire porter la faute entière aux autochtones. Cette version circule pendant un temps, mais très vite, les enquêtes montrent l'implication de miliciens locaux. Les années passent, l'affaire n'est pas immédiatement jugée comme elle l'aurait dû l'être.
Le contexte politique, la guerre civile américaine et les blocages de l'époque ralentissent les poursuites. Finalement, plusieurs hommes sont inculpés, mais un seul sera réellement condamné et exécuté, John D. Lee, fusillé en 1877. Cela ne referme pas le dossier pour autant. Au contraire, cela alimente pendant des décennies les débats sur les responsabilités exactes, l'ampleur de la préméditation et le niveau d'implication des différents dirigeants locaux. Ce qui rend Mountain Meadows si dérangeant, ce n'est pas seulement le nombre de morts, ce n'est pas seulement le fait qu'il y ait eu des enfants, ou encore ce n'est pas seulement la violence, c'est la méthode. Au départ, il y a un convoi fatigué dans une vallée isolée, ensuite un siège, puis une promesse de sécurité, puis une séparation méthodique des victimes, un signal, et enfin une exécution menée au plus près, au moment exact où les assiégés croient être sauvés. Les personnes qui sortent de leur retranchement ce jour-là ne sortent pas sous la contrainte d'un dernier assaut, elles sortent parce qu'on leur a fait croire qu'un accord avait été trouvé. Elles abandonnent leurs armes parce qu'on leur promet la vie, et quelques instants plus tard, cette promesse devient le moyen même de les tuer. C'est pour cela que Mountain Meadows reste l'un des épisodes les plus lourds de l'histoire de l'Ouest américain. Pas seulement un massacre de plus dans une période violente, un massacre construit sur la peur, la confusion, l'autorité locale, le faux apaisement et la certitude chez les victimes qu'elles venaient enfin de sortir du pire, alors qu'en réalité, le pire commençait au moment précis où elles ont accepté de faire confiance. Au XVe siècle, la Valachie est une terre coincée entre plusieurs forces qui peuvent l'écraser. D'un côté, le royaume de Hongrie, de l'autre, l'Empire ottoman. Au milieu, un pouvoir instable, des rivalités internes, des boyards qui trahissent, des successions contestées et une violence politique qui ne laisse aucune place à la faiblesse. C'est dans ce cadre que grandit Vlad III, celui qu'on appellera plus tard Vlad l'Empaleur. Il naît en 1431, dans une période où la survie d'un prince dépend autant de la guerre que de la capacité à inspirer la peur. Son nom, Dracula, ou plus précisément Draculea, ne renvoie pas encore au vampire. Il vient de son père, Vlad de Dracul. Ce surnom est lié à l'Ordre du Dragon, une confrérie chevaleresque créée pour lutter contre les ennemis chrétiens, en particulier les Ottomans. Avec le temps, ce nom prend une autre couleur, plus sombre, parce qu'en roumain, Dracul évoque aussi le diable. Mais à l'origine, on n'est pas encore dans le fantastique, on est dans la politique, dans la guerre et dans une lignée qui veut conserver le trône. Très tôt, Vlad découvre ce que vaut réellement un pouvoir fragile. Encore adolescent, il est envoyé à la cour du sultan ottoman comme otage politique avec son frère. Ce type de captivité n'est pas exceptionnel à l'époque, c'est une garantie, une manière de s'assurer que son père reste loyal. Mais pour un enfant, cela signifie autre chose. Être arraché à sa terre, vivre sous contrôle ennemi, apprendre très jeune que la diplomatie repose sur la menace et comprendre que sa vie peut servir de monnaie d'échange. Pendant ce temps, son père et son frère aîné sont assassinés. Vlad récupère alors non seulement une cause, mais aussi une obsession, reprendre ce qui a été perdu et faire payer ceux qui l'ont trahi. Quand il accède au trône, ce n'est pas l'installation stable d'un souverain respecté, c'est l'entrée dans une lutte permanente. Il y règne une première fois brièvement en 1448, puis surtout de 1456 à 1462, avant un dernier retour en 1476. Chaque prise de pouvoir se fait dans un environnement où les alliances changent vite, où les nobles locaux peuvent retourner leur veste et où les ennemis extérieurs attendent le moindre affaiblissement. Vlad comprend alors quelque chose de simple. Pour tenir, il ne suffit pas d'être fort. Il faut être perçu comme plus dangereux que tout ce qui vous entoure. C'est là que sa méthode s'impose. L'empalement n'est pas une invention de Vlad, mais il en fait sa signature. Des voleurs, des opposants, des prisonniers de guerre, des traîtres supposés, des ennemis politiques, il utilise ce supplice de manière répétée, visible, assumée. Le principe est simple et atroce. La victime est transpercée par un pieu, souvent de façon à prolonger l'agonie le plus longtemps possible. Puis le corps est exposé. Ce n'est pas seulement une mise à mort, c'est un message, une peine conçue pour être vue, comprise, racontée puis redoutée à des kilomètres de distance. Ce qui frappe chez Vlad, ce n'est pas seulement la violence du procédé, mais son usage politique. Il ne s'en sert pas au hasard, il s'en sert pour verrouiller le pays. Dans une principauté où les complots sont constants, il cherche à neutraliser les élites capables de le renverser. Plusieurs récits le montrent éliminant des boyards qui le jugent déloyaux. Dans d'autres cas, il punit le vol ou le désordre avec une brutalité telle qu'elle devient elle-même un outil de gouvernement. Son pouvoir repose sur une idée très nette. Si la peur circule plus vite que les conspirations, alors personne n'osera bouger. En Europe, cette réputation devient vite énorme. Les récits sur lui circulent, parfois exacts,
parfois amplifiés, parfois clairement hostiles. Les pamphlets allemands et d'autres textes de l'époque décrivent un homme capable de faire dresser des forêts de pieux, de dîner à proximité des suppliciés, de faire de la terreur une mise en scène. Une partie de ces récits relève de la propagande, en particulier venant de groupes qui avaient intérêt à le diaboliser. Mais le noyau dur demeure. Vlad a bien utilisé la cruauté extrême comme instrument de pouvoir, et il l'a fait à une échelle qui a marqué durablement les mémoires européennes. Son affrontement avec l'Empire ottoman fait encore monter sa légende. En 1462, il mène une campagne contre les Ottomans et attaque plusieurs positions le long du Danube. La riposte est massive. Le sultan Mehmed II, celui-là même qui a pris Constantinople, marche contre lui. Vlad sait qu'il ne peut pas écraser une armée ottomane par une bataille classique. Il choisit donc une autre logique. Harcèlement, destruction, pression psychologique, attaque nocturne, empoisonnement des ressources, terre brûlée. Il veut affaiblir, désorganiser, salir le terrain avant même le choc principal. L'épisode le plus célèbre de cette campagne est l'attaque de nuit de juin 1462 contre le camp de Mehmed II, près de Targoviste. Vlad tente de frapper le cœur du dispositif ennemi dans l'obscurité et de tuer le sultan. L'opération ne lui donne pas une victoire décisive au sens classique, mais elle montre sa manière de faire la guerre. Frapper vite, désorienter, provoquer la panique, utiliser la peur comme une arme aussi importante que l'épée. Puis vient l'image qui va résumer toute sa réputation. Lorsque les forces ottomanes approchent de Targoviste, elles découvrent ce que les chroniques ont retenu comme une forêt d'empalés, des milliers de corps dressés sur des pieux. Les chiffres exacts varient selon les récits, et ils ont probablement été amplifiés, mais le principe est considéré comme historique. Vlad expose ainsi les cadavres de ses ennemis pour produire un choc total. Il ne s'agit pas seulement de tuer, il s'agit d'imprimer l'idée qu'entrer chez lui, c'est pénétrer dans un territoire où l'horreur est organisée. C'est à ce moment que Vlad devient plus qu'un prince brutal, il devient un symbole. Pour ses ennemis, c'est un monstre politique. Pour certains récits roumains plus tardifs, c'est aussi un chef dur mais nécessaire, un homme qui a tenu face aux Ottomans et puni sévèrement dans un monde où la faiblesse coûtait le trône. Cette ambiguïté explique pourquoi sa mémoire reste divisée. D'un côté, un souverain capable d'une violence extrême, de l'autre, un dirigeant que certains présentent comme un défenseur intraitable de son pays. Mais son règne ne dure pas. Après 1462, il perd le pouvoir et passe une partie de sa vie en captivité ou en position de faiblesse politique avant de revenir brièvement sur le trône en 1476. Là encore, son retour ne stabilise rien. La région reste disputée. Les alliances demeurent fragiles et sa fin approche dans le même climat que toute son existence. Guerre, rivalité, incertitude. Les historiens considèrent généralement qu'il meurt au combat en 1476, probablement au nord de l'actuel Bucarest, même si les circonstances précises ne sont pas parfaitement établies. Sa mort ne met pas fin à son histoire, elle ouvre simplement une autre phase. Avec le temps, les récits sur sa cruauté continuent à circuler. Puis, des siècles plus tard, Bram Stoker reprend le nom Dracula pour son roman publié en 1897. C'est là que le prince historique et la créature fictive commencent à se confondre dans l'imaginaire collectif. Pourtant, entre les deux, il faut garder une ligne nette. Le vampire appartient à la littérature, Vlad, lui, appartient à une réalité beaucoup plus sèche, celle d'un chef d'État du XVe siècle qui a fait de la violence une méthode de gouvernement. Ce qui dérange encore aujourd'hui chez Vlad l'Empaleur, ce n'est pas le folklore, ce n'est pas le château, ni les chauves-souris, les dents, c'est le fait qu'à la base du mythe, il y ait un homme réel, dans un pays réel, à une époque réelle, qui a compris qu'on pouvait gouverner par la vue des cadavres. Il ne cherchait pas simplement à vaincre ses ennemis, il voulait que ceux qui restaient en vie se souviennent de ce qu'ils avaient vu. Et dans son monde, c'était parfois plus efficace que n'importe quelle armée. Le Green Man n'est pas né comme une histoire de fantôme. À la base, il y a un homme réel. Il s'appelait Raymond Robinson. En Pennsylvanie, son nom a fini par disparaître derrière d'autres surnoms. Charlie No Face, The Green Man. Avec le temps, les gens ont raconté qu'une silhouette défigurée errait la nuit près d'un tunnel abandonné, qu'elle brillait dans l'obscurité, qu'elle n'était plus vraiment humaine. Mais derrière la légende, il y avait surtout une vie détruite très tôt, puis observée à distance, déformée par la peur et transformée en récit local. L'accident a eu lieu en 1919. Raymond Robinson a 8 ans. Selon les versions les plus reprises, il grimpe sur un support ou s'approche trop près d'une ligne électrique sous très haute tension. Il reçoit une décharge d'environ 11 000 volts. Il survit, mais son visage est ravagé. Il perd ses yeux, son nez et une partie importante de son visage. Ses bras sont aussi touchés. Le fait essentiel, c'est qu'il ne meurt pas. Et c'est précisément cette survie qui va rendre son existence si visible, puis si difficile. À partir de là,
sa vie change complètement. Il grandit avec une apparence qui frappe immédiatement ceux qui le croisent. Dans une époque où le regard des autres est brutal, où les protections sociales sont faibles et où la différence physique attire vite la cruauté, il vit de manière beaucoup plus retirée. Il ne devient pas un monstre aux yeux des siens, il devient surtout un homme que le monde regarde de travers ou qui le regarde avec malaise. C'est cette réaction des autres qui va redessiner son quotidien. Avec les années, Raymond Robinson prend l'habitude de sortir la nuit. Cette habitude n'a rien de surnaturel, elle répond à quelque chose de très concret. La nuit, il peut marcher sans être dévisagé comme en plein jour. La nuit, il évite une partie des moqueries. Les routes sont plus calmes, les regards moins nombreux et il peut exister avec un peu moins de violence autour de lui. Il fait donc ce que beaucoup vont ensuite retenir. Il marche, souvent tard, sur les routes de Pennsylvanie. C'est là que la légende commence à prendre forme. Dans l'obscurité, un homme défiguré aperçu au bord de la route ou près d'un tunnel abandonné ne devient pas seulement un voisin qui se promène, il devient un récit. Des adolescents se transmettent l'histoire. Des automobilistes roulent de nuit pour essayer de l'apercevoir. Des groupes viennent exprès pour voir cette silhouette dont on parle dans la région. On raconte qu'il erre, qu'il rôde, qu'il attend dans le noir. Très vite, son existence réelle est absorbée par une version plus sensationnelle. Le surnom de Greenman s'ajoute alors à celui de Charlie No Face. Plusieurs versions circulent pour l'expliquer. Certains disent que sa peau avait pris une teinte étrange après l'accident électrique, d'autres parlent d'un effet visuel dans la nuit, de reflets, de phares ou simplement d'un embellissement progressif de la rumeur. Ce qui compte, ce n'est pas tant la certitude de cette couleur que le mécanisme. À partir d'un homme réel, les gens fabriquent une présence presque fantastique. Plus l'histoire se répète, plus elle s'éloigne de la personne. Le plus dur dans cette histoire, ce n'est pas seulement la défiguration, c'est ce qui vient après. Parce que Raymond Robinson n'est pas caché dans une cave, il n'est pas un fantôme, il est là, sur les routes, dans le monde réel, face à la réaction des autres. Certains l'abordent avec respect, d'autres lui parlent, lui offrent des cigarettes ou de la bière pendant ses marches nocturnes. Mais d'autres viennent pour se faire peur, pour raconter ensuite qu'ils ont vu la chose, pour transformer un homme vivant en attraction locale. La frontière entre curiosité et cruauté devient alors très fine. C'est ce qui rend le Greenman si particulier parmi les légendes américaines. Habituellement, derrière une histoire de ce genre, il y a une invention, un décès mal compris, un vieux conte ou une pure rumeur. Ici non, la figure centrale a vraiment existé. Ce n'est pas une apparition née de l'imagination collective, c'est un être humain dont la réalité physique a suffi à produire un mythe. Et ce mythe n'a pas été fabriqué après sa mort. Il s'est construit autour de lui pendant qu'il était encore en vie. Le tunnel souvent associé à la légende, dans le secteur de South Park Township, a renforcé toute l'affaire. Un tunnel abandonné, peu éclairé, isolé et déjà un décor qui appelle le récit. Quand on y ajoute une silhouette connue localement, des témoins de seconde main, des adolescents en quête de sensations et une histoire répétée pendant des années, on obtient un cadre parfait pour une légende durable. Le lieu fige le mythe, le décor donne à l'homme une dimension presque irréelle. Mais quand on retire le tunnel, la nuit, les voitures arrêtées au bord de la route et tout le décor de film, il reste quelque chose de plus dur. Il reste un enfant, gravement mutilé à 8 ans. Il reste un adulte qui adapte toute sa vie au regard des autres. Il reste quelqu'un qui choisit la nuit non pas pour effrayer, mais pour pouvoir marcher plus tranquillement. C'est là que l'histoire change de nature. Ce n'est plus seulement une affaire de folklore, c'est aussi une histoire de rejet, de solitude et une manière dont une communauté transforme une personne en légende parce qu'elle ne sait pas comment la regarder autrement. Ce qui donne au Greenman son pouvoir de malaise, c'est précisément cette collision entre le faux et le vrai. La version folklorique parle d'une présence étrange au bord de la route, d'une silhouette qui surgit la nuit, d'un être presque surnaturel. La réalité, elle, est plus simple et plus lourde. Un homme continue à vivre après un accident qui aurait dû le tuer, puis toute une région finit par le connaître moins comme un homme que comme une apparition. Et c'est peut-être ça le point le plus dérangeant de toute l'histoire. Le Greenman n'était pas une créature qui imitait un homme, c'était un homme que les autres ont fini par regarder comme une créature. Le massacre de Calavrita ne commence pas le 13 décembre 1943. Ce jour-là, il atteint simplement son point final. En réalité, tout se met en place plusieurs semaines plus tôt, dans une Grèce occupée où les forces allemandes affrontent une résistance active, notamment dans les zones montagneuses du Péloponnèse. Dans ce secteur, la 117e division de chasseurs de la Wehrmacht lance une vaste opération de représailles et de ratissage, connue sous le nom d'opération Calavrita. Elle est déclenchée après l'exécution de prisonniers allemands capturés par des résistants grecs. La logique qui suit est celle que l'armée allemande applique alors dans plusieurs régions occupées. Frapper massivement des civils pour terroriser le territoire.
Avant même d'atteindre Kalavrita, les troupes allemandes avancent en incendiant des villages, en détruisant des bâtiments et en exécutant des habitants sur leur passage. L'objectif n'est pas seulement militaire, il s'agit aussi de laisser derrière elles une traînée visible de punition. L'opération converge vers Kalavrita, petite ville de montagne qui va devenir le centre de cette vengeance. Les habitants ne savent pas encore qu'ils sont déjà enfermés dans une mécanique décidée à l'avance. Les Allemands entrent dans Kalavrita quelques jours avant le massacre final. Puis, le 13 décembre 1943, tout s'accélère. Les soldats rassemblent la population, les habitants sont conduits vers l'école de la ville. Là, la séparation commence. Les femmes et les enfants d'un côté, les hommes et les garçons considérés comme assez âgés de l'autre. C'est un moment central parce qu'il montre que l'exécution qui va suivre n'est ni un débordement ni une fusillade confuse. C'est une opération ordonnée, méthodique, avec un tri préalable. Les femmes et les enfants restent enfermés dans l'école. Pendant ce temps, les hommes et les garçons sont conduits hors de la ville sur une hauteur qui domine Kalavrita. Ce déplacement a quelque chose de froid. Ils ne sont pas massacrés au milieu des rues dans un accès de rage immédiat, ils sont emmenés à l'écart, regroupés, placés sur un terrain d'exécution. En contrebas, la ville est encore visible. Beaucoup comprennent probablement à ce moment-là qu'ils ne reviendront pas. Puis la fusillade commence. Les mitrailleuses et les fusils allemands ouvrent le feu sur le groupe. Des centaines d'hommes et de garçons sont abattus. Les chiffres varient selon qu'on parle de la seule exécution sur la colline ou de l'ensemble de l'opération dans la région, mais pour Kalavrita même, plusieurs centaines de victimes sont tuées sur place et le total des civils assassinés pendant l'opération atteint environ 693 personnes. Quelques survivants existent, en très petit nombre, parce qu'ils ont été projetés par les corps tombés sur eux ou parce qu'ils ont réussi à échapper aux tirs. Ce détail rend la scène encore plus lourde, il n'y a presque personne pour ressortir vivant d'un tel champ d'exécution. Au même moment, en bas, les soldats incendient Kalavrita. Les maisons sont pillées, puis brûlées. La destruction ne touche pas seulement les personnes, elle vise le lieu lui-même, comme si la ville devait cesser d'exister après la mort de ces hommes. Les témoignages et les récits mémoriels insistent sur ce double mouvement, l'extermination des hommes d'un côté, la destruction matérielle de la ville de l'autre. Ce n'est pas seulement un massacre, c'est une tentative d'effacement. Les femmes et les enfants enfermés dans l'école sont eux aussi en danger de mort. Le bâtiment est incendié. Ils parviennent cependant à s'échapper avant d'être consumés par les flammes. Un point essentiel parce qu'il montre à quel niveau allait la brutalité de l'opération. Les hommes ont été conduits à l'exécution, les femmes et les enfants ont été enfermés dans un lieu ensuite livré au feu. Le fait qu'ils survivent n'efface pas l'intention, il montre seulement qu'au milieu du dispositif, une partie des victimes a réussi à sortir vivante d'un bâtiment déjà condamné. Quand tout est terminé, Kalavrita n'est plus une ville ordinaire frappée par la guerre, c'est un lieu vidé, brûlé, privé de sa population masculine, avec des familles brisées en quelques heures. Dans les jours qui suivent, d'autres destructions touchent encore la région, notamment des villages et des monastères. L'opération ne se limite donc pas à une seule fusillade, elle s'inscrit dans un ensemble de représailles coordonnées qui ravagent toute une zone. Ce qui rend Kalavrita si dur à regarder, ce n'est pas seulement la violence nazie au sens large, c'est la forme précise qu'elle prend ici. D'abord, le rassemblement de toute la population, ensuite le tri, puis la montée vers le lieu d'exécution. Puis les tirs, le feu dans la ville, l'école incendiée avec les femmes et les enfants à l'intérieur. Tout suit une séquence nette. On n'est pas face à un chaos de combat, on est face à une mise à mort organisée dans un cadre civil, au milieu d'une ville habitée. Aujourd'hui encore, Kalavrita reste un lieu de mémoire majeur en Grèce. Un monument se dresse sur le site de l'exécution et l'ancienne école est devenue le musée municipal de l'Holocauste de Kalavrita. La ville ne commémore pas seulement des morts, elle conserve la trace exacte d'un moment où une population a été rassemblée, séparée, conduite puis presque rayée de la carte en une seule journée. Le plus dérangeant dans cette histoire, c'est peut-être sa simplicité mécanique. Il n'y a pas ici de mystère à résoudre, pas d'ombre qui plane pendant des décennies sur des causes incertaines. Les responsables sont connus, la méthode est connue, le lieu aussi. La date également, et justement, c'est ce qui rend l'ensemble si lourd. À Kalavrita, l'horreur ne vient pas de l'inconnu, elle vient d'une décision claire, appliquée jusqu'au bout, contre une population civile enfermée dans l'impossibilité de fuir. Tartare naît près de Lyon, vers 1772. On ne connaît pas avec certitude tous les détails de son enfance, mais très tôt, un fait s'impose autour de lui. Sa faim est hors norme. Ce n'est pas une grosse appétit au sens ordinaire. Ce n'est pas un adolescent qui mange beaucoup, c'est une consommation qui dépasse rapidement ce que son entourage peut suivre. Très jeune, il absorbe des quantités de nourriture qui paraissent déjà absurdes pour son âge et son gabarit. À l'adolescence, son appétit devient si difficile à soutenir que sa famille finit par le chasser. À partir de là, Tarare entre dans une existence instable, faite de déplacements, de survie et de spectacles.
Il est important de comprendre à quoi il ressemble parce que c'est l'un des aspects les plus dérangeants de l'affaire. Tarare n'est pas décrit comme un géant massif, ni comme un homme énorme. Au contraire, il est maigre, de taille moyenne, presque sec. Cette contradiction frappe tous ceux qui le voient. Il mange d'une manière qui semble impossible, mais son corps ne ressemble pas à celui d'un homme qui accumule. Les témoignages le décrivent avec une bouche anormalement large, des lèvres très fines, des dents tachées, une peau lâche au niveau du ventre quand il est à jeun, et un abdomen qui peut se distendre fortement après un repas. Son corps est aussi décrit comme chaud au toucher, couvert d'une sueur abondante, accompagné d'une odeur forte et persistante qui empire encore après qu'il a mangé. Très vite, cette particularité devient son moyen d'exister. Tarare rejoint des groupes ambulants, fréquente des milieux marginaux et finit par faire de son appétit un spectacle. À Paris, avant la Révolution ou dans ses premières secousses, il se produit comme montreur de curiosité humaine. Le principe est simple, on attire une foule, puis on montre un homme capable d'avaler des quantités énormes de nourriture, mais aussi des objets ou des animaux vivants. Les récits les plus connus parlent de pommes, de pierres, de bouchons, d'anguilles et d'autres choses qu'un corps humain n'est pas censé ingérer ainsi. À ce stade, Tarare n'est pas encore un patient. Il est une attraction, et c'est précisément ce passage par le spectacle qui rend ensuite son cas si trouble. On a un homme observé par des médecins, mais déjà enveloppé d'exagérations, de récits publics et d'une réputation de phénomène. À un moment, l'un de ses numéros tourne mal. Il souffre d'une obstruction intestinale après une démonstration et est transporté à l'Hôtel-Dieu à Paris, puis traité. Il s'en remet, et cet épisode montre déjà quelque chose d'essentiel. Son mode de vie n'a rien d'un simple trait curieux. Son rapport à la nourriture est dangereux, incontrôlable, et commence à se déplacer du registre du spectacle vers celui du phénomène médical. Pourtant, au lieu de s'arrêter là, son parcours continue dans un contexte encore plus brutal, la guerre. Quand éclate la guerre de la première coalition, Tarare rejoint l'armée révolutionnaire française. L'idée pourrait sembler absurde pour un homme comme lui, mais la guerre avale tout le monde. Là, son état devient immédiatement un problème concret. Les rations militaires ordinaires ne lui suffisent pas. Pas du tout. Il mendie la part d'autres soldats, exécute de petites tâches pour obtenir davantage à manger, fouille dans les déchets, cherche des restes partout où il peut. Malgré cela, il s'épuise. Il finit hospitalisé dans un établissement militaire à Soultz-sous-Forêt. Et c'est là que les médecins militaires commencent à l'observer sérieusement. Parmi ceux qui s'intéressent à lui, il y a le chirurgien militaire Pierre-François Percy. Avec d'autres médecins, il essaie de comprendre ce qu'il a sous les yeux. On augmente les rations de Tarare jusqu'à lui accorder plusieurs fois la quantité normale. Rien n'y fait. Il reste affamé. Il mange les reliefs des autres malades, il cherche dans les gouttières, dans les détritus, dans les zones où l'on jette ce qui n'est plus comestible pour des hommes ordinaires. L'hôpital ne suffit pas à le contenir, et plus les médecins observent, plus le cas devient inquiétant. Les médecins vont alors plus loin. Ils testent ses capacités. On lui présente de grandes quantités de nourriture, il les consomme à une vitesse qui sidère les témoins. Selon les récits médicaux repris ensuite, il est capable d'ingérer en un seul repas une masse considérable d'aliments, parfois décrite comme équivalente à plusieurs repas d'hommes ordinaires. Ce n'est pas seulement une faim intense, c'est une avidité physique qui semble ne jamais rencontrer de point d'arrêt. Tarare mange, mais il ne donne jamais l'impression d'être rassasié au sens habituel. À partir de là, les médecins commencent aussi à remarquer la dimension presque animale de son comportement alimentaire. Les récits parlent d'un homme qui se jette sur la nourriture, qui la manipule vite, qui avale sans véritable pause, qui cherche partout ce qu'il peut absorber. Plusieurs témoignages médicaux rapportent qu'il avale des animaux vivants pendant ses démonstrations. D'autres évoquent son goût pour la viande crue. Là encore, il faut rester prudent sur l'ampleur exacte de chaque épisode, mais le noyau du dossier est constant. Ceux qui l'observent estiment qu'il franchit régulièrement les limites ordinaires de l'ingestion humaine. L'armée, au lieu de l'écarter immédiatement, cherche à utiliser cette anomalie. L'un des épisodes les plus connus de sa vie se déroule justement là. Comme Tarare peut avaler des objets, l'idée vient de s'en servir comme messager militaire. On lui fait intégrer un étui contenant un document, avec l'espoir qu'il traverse les lignes ennemies, soit capturé éventuellement sans qu'on découvre le message, puis le restitue plus tard. Sur le papier, l'idée est simple. En réalité, elle tourne mal. Lors d'une mission, Tarare est arrêté par les Prussiens. On découvre la manœuvre. Il est battu, menacé, et l'expérience militaire s'arrête là. Cet épisode ne fait pas de lui une arme secrète, il révèle surtout à quel point son corps hors norme finit par être traité comme un outil. Après cela, Tarare revient à l'hôpital. Il veut être soigné ou au moins débarrassé de cette faim qui le gouverne. Percy tente plusieurs traitements. Du laudanum, du vinaigre, du tabac, différentes approches pour calmer l'appétit. Et rien ne fonctionne. L'hôpital essaie de le nourrir de manière contrôlée, rien ne fonctionne non plus. Tarare continue de sortir pour chercher des déchets ou des abats. Il se bat avec des chiens pour de la viande avariée, il est surpris à boire le sang de patients saignés, et d'autres récits affirment qu'il tente de manger des restes dans la morgue. C'est à partir de là que le cas cesse d'être seulement médicalement fascinant, il devient moralement insupportable pour son entourage. L'un des moments les plus sombres de son dossier concerne la disparition d'un très jeune enfant à l'hôpital. Tarare est immédiatement soupçonné.
Il faut être précis ici. Les sources indiquent surtout qu'il a été suspecté, pas qu'une preuve claire ait établi sa responsabilité. Mais ce soupçon suffit à tout faire basculer. À partir du moment où le personnel hospitalier peut imaginer qu'il représente un danger de cette nature, il n'a plus sa place parmi les malades. Il est chassé. Et après cela, sa trace se perd pendant plusieurs années. Il réapparaît en 1798 à Versailles, dans un état de décomposition avancé. Il est malade, épuisé, affaibli. Il veut revoir Percy. Il affirme avoir avalé une fourchette dorée quelque temps plus tôt et croit que cet objet est coincé dans son corps, causant sa dégradation. Mais les médecins qui le voient pensent plutôt reconnaître les signes d'une maladie profonde, probablement une tuberculose avancée ou en tout cas une atteinte viscérale massive. Peu de temps après, Tarare meurt. Après une phase de diarrhée sévère et d'effondrement rapide, il a environ, à ce moment-là, 26 ans. Même après sa mort, il continue à provoquer le même mélange de répulsion et de curiosité. Son corps se décompose si vite que plusieurs chirurgiens refusent de l'ouvrir. L'odeur est jugée insoutenable. Finalement, une autopsie est pratiquée. Là encore, les comptes rendus ont alimenté sa légende. Ce qui ressort, c'est un œsophage particulièrement large, un estomac inhabituel, un foie et une vésicule biliaire altérée, un ensemble abdominal très endommagé, ulcéré et rempli de pus. L'autopsie ne livre pas une explication simple. Elle ne révèle pas un organe magique, elle ne clôt rien. Elle montre surtout un corps détruit de l'intérieur, marqué par des années d'excès, de pathologie et de dérèglement. Ce qui rend Tarare si dérangeant, ce n'est pas seulement qu'il mangeait beaucoup, c'est que rien autour de lui ne semble avoir mis de limite claire à cette fin. D'abord, on le regarde comme une curiosité, ensuite, on l'exhibe, puis l'armée tente de l'utiliser. L'hôpital l'étudie, et pendant tout ce temps, son état continue à l'enfoncer dans quelque chose de plus sale, de plus instable, de plus inquiétant. Son histoire n'a rien d'élégant, rien de théâtral au sens noble. C'est l'histoire d'un homme qui a vécu avec une faim qui ne ressemblait plus à un besoin, mais à une force qui le tirait vers tout ce qui pouvait être avalé. Et plus les gens le regardaient, moins ils voyaient un patient, ils voyaient un gouffre vivant. Le MV de Napas quitte Tacloban, aux Philippines, le 20 décembre 1987. On est à 5 jours de Noël. Comme souvent à cette période, le ferry est bondé. Officiellement, le navire n'est pas censé transporter autant de monde, mais en réalité, il embarque très au-delà de sa capacité déclarée. Les estimations varient selon les enquêtes et les comptes établis après coup, mais toutes convergent vers un constat simple. Il y avait à bord des milliers de personnes de plus que ce que le manifeste officiel laissait croire. Le Dona Paz est un ferry de passagers. En face, il y a le MT Vector, un pétrolier transportant des milliers de barils d'essence et de produits pétroliers. Dans la soirée, les deux navires se retrouvent dans le détroit de Tabla, à environ 180 km au sud de Manille. La mer n'est pas décrite comme déchaînée, la visibilité n'est pas censée rendre la collision inévitable, et pourtant, peu avant 22 h, les deux bâtiments entrent en collision. Le choc à lui seul est déjà catastrophique, mais ce qui transforme l'accident en scène de destruction totale, c'est la cargaison du Vector. Au moment de l'impact, le pétrole et l'essence s'enflamment. Le feu se propage presque immédiatement, les deux navires sont rapidement engloutis par un incendie massif. L'eau autour d'eux se couvre de carburant en feu. Ceux qui tentent de fuir par-dessus bord ne sautent pas dans une mer normale, ils tombent dans une surface mêlée d'huile, de flammes et de débris brûlants. À bord du Dona Paz, la situation devient ingérable en quelques instants. Le navire est surchargé et dans ce type de configuration, un ferry n'est pas seulement plein, il devient difficile à évacuer. Les couloirs, les ponts, les accès et les zones de rassemblement sont saturés. Quand le feu prend, il ne trouve pas en face de lui un espace ordonné, mais une masse humaine compacte, surprise, piégée et très vite paniquée. Plusieurs récits postérieurs ont aussi retenu qu'il y avait de graves défaillances à bord, notamment sur la préparation aux urgences et sur les moyens de communication. L'un des éléments les plus lourds dans cette affaire, c'est l'accumulation des négligences. Des récits et analyses publiés après la catastrophe indiquent qu'au moment de la collision, il n'y avait pas de présence de commandement adéquate sur la passerelle du Dona Paz, tandis que le Vector présentait lui aussi de graves manquements, notamment en matière de veille et d'exploitation. En clair, on n'a pas simplement deux navires qui se croisent au mauvais endroit au mauvais moment, on a deux bâtiments engagés dans un système déjà fragilisé par des fautes humaines, des contrôles insuffisants et une culture de sécurité défaillante. Quand l'incendie se généralise, le ferry perd très vite toute chance d'organiser une évacuation correcte. Les passagers ne disposent pas d'un délai confortable, ils sont confrontés à la chaleur, à la fumée, à l'obscurité, à la panique et à la rapidité de propagation du feu. Le Dona Paz coule en environ 2 heures. Le Vector finit lui aussi par sombrer quelques heures plus tard, et entre-temps, la majorité des victimes sont déjà mortes, soit piégées à bord, soit brûlées, soit noyées après avoir sauté. Le bilan humain
est immense. Britannica évoque plus de 4400 personnes à bord des deux navires, avec seulement 26 rescapés. D'autres décomptes, établis après enquête et à partir des réclamations des familles, donnent un total d'environ 4385 morts, ce qui reste l'estimation la plus souvent reprise pour l'ensemble de la catastrophe. Le point central, lui, ne change pas. La quasi-totalité des personnes présentes cette nuit-là n'en est pas revenue. Ce qui rend cette catastrophe si difficile à regarder en face, ce n'est pas seulement le chiffre, c'est la forme de la mort. Sur un naufrage classique, on imagine la mer Noire, le froid, le temps qui manque. Ici, il faut ajouter le feu. Des passagers entassés sur un ferry surchargé, en pleine période de fête, frappés par une collision puis par un embrasement presque immédiat avant de se retrouver face à une eau elle-même en flammes. Il n'y a pratiquement aucune bonne issue dans une situation comme celle-là. Rester à bord, c'est risquer d'être pris par l'incendie. Sauter, c'est tomber dans une mer contaminée par le carburant et le feu. Après le drame, la catastrophe du Dona Paz devient le symbole d'un échec plus large. Les enquêtes et les commentaires de l'époque pointent non seulement la collision elle-même, mais aussi le surchargement, les failles de contrôle, la fiabilité douteuse du manifeste passager et les insuffisances réglementaires. Le désastre n'apparaît donc pas comme un simple accident maritime isolé, il apparaît comme le résultat d'un système où trop de défaillances étaient déjà tolérées avant même le départ. C'est pour cela que le Dona Paz reste à part. Pas seulement parce qu'il s'agit de l'une des pires catastrophes maritimes civiles jamais enregistrées, mais parce qu'il concentre plusieurs formes d'horreur en une seule nuit. La surcharge, la collision, l'incendie, la mer en feu, l'évacuation impossible et un nombre de survivants presque inexistant. Ce n'est pas seulement un ferry qui a coulé, c'est un navire rempli de familles, de voyageurs et de gens en route vers Noël, transformé en piège brûlant au milieu de la mer. Jamestown est fondé en 1607 en Virginie par des colons anglais envoyés par la Virginia Company. Sur le papier, c'est le début d'une implantation durable. Dans les faits, la colonie est mal préparée. L'emplacement choisi est défendable, mais l'eau y est mauvaise. L'environnement est difficile, les maladies se propagent vite et beaucoup des hommes venus sur place ne sont pas venus pour bâtir une communauté agricole stable. Une partie cherche surtout des profits rapides, des métaux, une ouverture économique, quelque chose à ramener ou à exploiter. Or, une colonie isolée, dans un environnement inconnu, ne tient pas sur des promesses. Elle tient sur l'eau, la nourriture, la discipline, la santé et la capacité à produire sur place. Et dès le départ, Jamestown manque de presque tout cela. Les premières années sont déjà dures, mais l'hiver 1609-1610 fait basculer l'ensemble dans autre chose. Cet épisode est connu sous le nom de The Starving Time, le temps de la famine. À ce moment-là, plusieurs facteurs se combinent. Les ravitaillements anglais arrivent mal ou arrivent trop tard, les relations avec la confédération Powhatan se détériorent fortement. Les colons ne peuvent plus circuler librement pour chasser ou commercer, ils sont en pratique enfermés dans leur propre implantation. À l'intérieur du fort, la nourriture manque. À l'extérieur, sortir devient dangereux. Ce n'est plus seulement une colonie fragile, c'est un groupe humain progressivement coupé de ses ressources. Le siège mené par les Powhatan pendant cette période aggrave tout. Les colons ne peuvent plus compter sur les échanges qui jusque-là avaient parfois compensé leur propre insuffisance. Ils sont réduits à ce qu'ils ont sous la main, et ce qu'ils ont sous la main s'épuise vite. Les témoignages contemporains décrivent une fin extrême, continue, humiliante. Les réserves s'effondrent, les animaux domestiques sont consommés, puis les récits parlent de chevaux, de chiens, de chats, de rats, de serpents, de cuir bouilli et de tout ce qui peut encore être mastiqué ou avalé. Ce n'est pas une image figurée de la faim, c'est une descente matérielle palier par palier jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui ressemble à une alimentation normale. À l'automne 1609, Jamestown compte plusieurs centaines de personnes. Au printemps 1610, il n'en reste qu'une soixantaine. Les chiffres varient légèrement selon les sources, mais l'ordre de grandeur ne change pas. La majeure partie de la colonie meurt en quelques mois. La faim ne tue pas seule. Elle agit avec le froid, les maladies, les infections, la mauvaise eau, l'absence d'hygiène, la faiblesse générale et surtout une tension permanente. Pourtant, ce qui marque durablement l'histoire de Jamestown, ce n'est pas seulement l'ampleur des morts, c'est ce que les survivants affirment avoir dû faire pour tenir. Pendant longtemps, les récits de cannibalisme à Jamestown ont circulé comme des témoignages terribles mais difficiles à prouver matériellement. Les textes de l'époque évoquent déjà l'idée que, dans les pires moments, certains colons ont consommé des corps humains. Ces récits existaient, mais ils restaient prisonniers d'un doute classique, jusqu'où les croire, surtout dans une période où les récits coloniaux, les justifications politiques et les écrits dramatiques peuvent amplifier certains faits. Puis plusieurs siècles plus tard, l'archéologie est venue apporter une pièce bien plus lourde. En 2012, des archéologues travaillant sur le site de Jamestown mettent au jour les restes d'une adolescente d'environ 14 ans. Son nom exact est inconnu, mais elle sera surnommée plus tard Jane. Ce qui frappe immédiatement, ce ne sont pas seulement les os eux-mêmes, mais les marques qu'ils portent.
Le crâne et certains os du visage présentent des traces nettes de découpe et de fractures post-mortem. Les analyses montrent que ces gestes ont été faits après la mort et surtout qu'ils correspondent à une tentative d'accès au cerveau et à des parties charnues du visage. En clair, il ne s'agit pas d'une mutilation rituelle, ni d'un accident de fouille, ni d'un simple dommage ancien. Les spécialistes y voient la preuve la plus directe à ce jour d'un cannibalisme de survie pendant la Starving Time. Le plus important ici, c'est la nature de ces gestes. Les chercheurs expliquent que les entailles ne traduisent pas l'action d'un boucher expert, elles ressemblent plutôt à des tentatives maladroites, réalisées par des personnes affamées et faibles, sans vraie méthode, cherchant à récupérer ce qui peut encore se manger sur un cadavre. Cela change la scène entière. On n'imagine plus un acte abstrait nommé cannibalisme comme une idée générale. On voit des survivants, au bout de leur force, face à un corps humain, essayant d'en tirer quelque chose de consommable parce qu'il n'y a plus rien d'autre. L'histoire de Jane ne signifie pas que tous les colons ont participé, ni que le cannibalisme est devenu une pratique régulière organisée. Ce qu'elle montre, c'est qu'à un moment de l'hiver 1609-1610, la famine a franchi une limite. La colonie n'était plus simplement dans le besoin, elle était entrée dans un état où les interdits les plus fondamentaux cédaient devant la possibilité de survivre un jour de plus. C'est précisément cette bascule qui rend Jamestown si lourde. Parce qu'on n'est pas dans une scène de guerre brève, ni dans un navire perdu où l'urgence dure quelques jours, on est dans une installation humaine censée représenter l'avenir d'une colonie anglaise lentement réduite à la décomposition physique et morale. Il faut aussi replacer cette affaire bien sûr dans le cadre plus large de Jamestown. Les colons n'étaient pas seulement victimes du climat ou de la malchance, la colonie paie aussi des choix initiaux médiocres et une préparation insuffisante. Le site choisi posait des problèmes d'eau potable et de salubrité. La dépendance au ravitaillement venu d'Angleterre était trop forte, la production locale était trop fragile, les relations avec les populations autochtones n'ont pas été stabilisées de manière durable, et surtout, beaucoup d'arrivants n'étaient pas préparés à construire une communauté autosuffisante dans un environnement difficile. Cela ne crée pas à lui seul la Starving Time, mais cela prépare le terrain de l'effondrement. Ce qui rend cette histoire encore plus dure, c'est le contraste entre le projet affiché et la réalité finale. Jamestown est souvent présenté comme une origine, un début, une première implantation anglaise permanente qui ouvre l'histoire coloniale britannique en Amérique du Nord. Mais quand on regarde l'hiver 1609-1610, on ne voit pas une fondation glorieuse. On voit un fort assiégé, des gens malades, une eau impropre, des cadavres, des animaux disparus. Des objets bouillis pour en tirer quelque chose, puis un corps humain finalement traité comme une dernière réserve. Cette origine-là n'a rien d'héroïque, elle ressemble à une communauté qui se vide de l'intérieur. Au printemps 1610, les survivants sont tellement peu nombreux et tellement affaiblis qu'ils décident d'abandonner la colonie. Ils montent à bord de navires pour quitter Jamestown. Ce départ semble logique, le site a déjà dévoré la majorité de ceux qui s'y trouvaient. Pourtant, alors qu'ils descendent la rivière, ils croisent l'arrivée de renforts et de provisions dirigés par Lord Delaware. La colonie est finalement maintenue, Jamestown ne disparaît donc pas. Mais sa survie institutionnelle ne doit pas masquer ce qui s'est passé juste avant. Elle a survécu politiquement après avoir presque cessé d'exister humainement. Le cas de Jane reste aujourd'hui l'élément le plus concret, le plus froid, le plus indiscutable dans cette histoire. Parce qu'il n'a pas besoin d'effets de style, quelques marques sur un crâne suffisent à faire comprendre le niveau de faim atteint dans le fort. On ne parle pas d'ici d'une rumeur vague racontée des années après, on parle de traces observées, étudiées, publiées qui ramènent la Starving Time à ce qu'elle a réellement été. Une période où une colonie anglaise isolée et mal préparée a perdu presque tous ses membres et a poussé certains survivants à traiter un être humain mort comme une source de nourriture. Ce qui fait tenir Jamestown dans les mémoires, ce n'est donc pas seulement son statut de première, c'est ce moment précis où la façade coloniale craque complètement. Un fort entouré de marées et de menaces, des vivres disparus, des morts partout, et à la fin de la chaîne, une adolescente morte dont les os portent encore la trace de ce que la faim a obligé les vivants à faire. Le lac Nyos est situé dans le nord-ouest du Cameroun, au fond d'un ancien cratère volcanique. Vu de loin, rien ne le distingue d'un lac de montagne isolé. Il n'y a pas de lave, pas de panache, pas de grondement permanent. Pendant longtemps, des villages installés autour vivent à proximité sans imaginer que le danger n'est pas à la surface, mais au fond de l'eau. Parce que sous ce lac, dans les profondeurs, du dioxyde de carbone d'origine volcanique s'accumule lentement pendant des années. Il ne s'échappe pas tout de suite, il se dissout dans les couches profondes, sous pression, jusqu'à former une masse invisible et instable. Le 21 août 1986, cette stabilité cède. La nuit est déjà tombée quand le lac libère brutalement une énorme quantité de gaz. Les estimations varient selon les sources, mais le mécanisme général est clair. Les eaux profondes saturées en CO2 remontent soudainement, la pression baisse, le gaz sort en chaîne, et le lac se vide en partie de ce qu'il retenait depuis longtemps. Les scientifiques parleront ensuite d'une éruption limnique, un phénomène extrêmement rare au cours duquel un lac relâche d'un coup une masse de gaz dissous. Le plus dérangeant,
c'est que ce qui tue n'a pas l'apparence d'une catastrophe classique. Il n'y a pas une colonne de feu, il n'y a pas une pluie de pierre. Il n'y a pas une vague géante visible de très loin qui laisse le temps de comprendre. Il y a bien eu un bouleversement physique du lac, avec une colonne d'eau et une forte agitation de surface, mais ce qui frappe les villages voisins, c'est surtout un nuage de dioxyde de carbone, presque invisible, plus lourd que l'air, qui glisse au ras du sol et descend dans les vallées. Le CO2 n'empoisonne pas au sens ordinaire, il remplace l'oxygène. Et comme il est plus dense que l'air, il ne monte pas, il s'étale. Il s'insinue dans les zones basses, les maisons, les chemins, les enclos, les villages endormis. Les habitants proches du lac n'entendent pas forcément quelque chose de clair, ne voient pas forcément venir un danger identifiable et beaucoup sont frappés dans leur sommeil. D'autres se réveillent trop tard, déjà désorientés, déjà incapables de respirer normalement. En quelques minutes, des familles entières cessent de répondre. Les villages les plus touchés sont Nyos, Kham, Cha et Sebum. Le nuage mortel progresse sur plusieurs kilomètres en suivant les reliefs. Il atteint des zones habitées jusqu'à environ 20 à 25 km du lac, selon les reconstructions. Là où il passe avec une concentration suffisante, les humains et les animaux s'effondrent. La mort ne laisse pas derrière elle le spectacle ordinaire d'un incendie ou d'une explosion. Elle laisse des corps retrouvés là où ils se trouvaient quelques instants plus tôt. À l'intérieur des maisons, près des portes, sur les chemins, à côté du bétail. Des survivants décriront plus tard un paysage presque figé, comme si tout s'était arrêté d'un coup. Le bilan est massif. Entre 1700 et 1800 personnes meurent, avec un chiffre souvent repris de 1746 victimes humaines, ainsi que plusieurs milliers de têtes de bétail. Pour une zone rurale de cette taille, c'est une disparition brutale d'une ampleur énorme. Il faut bien mesurer ce que cela signifie. Des villages presque vidés en une seule nuit, sans combat, sans maladie, qui s'étalent sur des semaines, sans avertissement compris par ceux qui allaient mourir. Juste un gaz qui prend la place de l'air. Dans les heures qui suivent, les premiers témoignages sont marqués par l'incompréhension. Certains survivants racontent avoir perdu connaissance, puis s'être réveillés au milieu de morts sans savoir ce qui les avait frappés. D'autres évoquent une sensation d'explosion lointaine ou de grondement avant l'arrivée du nuage. Beaucoup ne comprennent pas immédiatement qu'ils ont affaire à un phénomène naturel rare. Devant les corps, les animaux morts et l'absence de traces de lutte, la scène paraît presque irréelle. Au début, plusieurs hypothèses circulent, y compris des gaz toxiques d'un autre type ou une cause volcanique plus classique. Mais très vite, les équipes scientifiques concluent que le responsable est bien le dioxyde de carbone libéré par le lac. Ce qui rend Nyos particulièrement lourd, c'est la logique du piège naturel. Le lac avait accumulé ce gaz au fil du temps dans ses profondeurs parce que des apports volcaniques en CO2 alimentaient en continu ses couches basses. Tant que cette stratification restait stable, le danger demeurait invisible. Puis il a suffi d'un déclencheur, encore débattu aujourd'hui, pour casser l'équilibre. Certaines hypothèses parlent d'un glissement de terrain, d'autres d'un apport d'eau froide ou d'un mécanisme interne spontané au lac. Le point important, c'est que le déclencheur précis reste discuté, mais pas le phénomène lui-même. Une masse de CO2 a bien été relâchée brutalement et a asphyxié les populations voisines. Après la catastrophe, les chercheurs découvrent aussi que le lac n'a pas complètement vidé son danger. Le CO2 continue de pouvoir s'y accumuler. Cela change immédiatement la manière de voir Nyos. Ce n'est plus seulement le lieu d'une catastrophe passée, c'est un site qu'il faut surveiller pour éviter qu'elle se reproduise. Des systèmes de dégazage seront installés plus tard pour remonter progressivement les eaux profondes et relâcher le gaz de façon contrôlée afin de diminuer la pression interne du lac. Il y a aussi une autre inquiétude autour de Nyos, la fragilité naturelle de sa paroi. Le lac est retenu par une sorte de barrage naturel rocheux et des études ont montré que cette structure posait elle aussi question. Autrement dit, même après l'éruption limnique, le site reste surveillé non seulement pour le gaz, mais aussi pour le risque qu'une rupture physique du barrage provoque un autre type de désastre en aval. Nyos devient donc un lieu où plusieurs menaces géologiques se superposent. Ce qui fait la force de cette histoire, ce n'est pas un monstre, ni une guerre, ni un crime humain. C'est le fait qu'un paysage calme ait contenu pendant des années une quantité de morts invisibles, puis les relâcher au milieu de la nuit sur des villages entiers. Pas de flammes visibles, pas d'ennemis à fuir, pas de bruit suffisant pour comprendre, seulement l'air qui cesse d'être respirable. Et au matin, autour du lac, des maisons encore debout, des chemins encore là, des bêtes couchées, des familles entières mortes sur place, comme si la vie s'était retirée sans laisser de lutte derrière elle. Le lac Nyos reste l'un des exemples les plus froids de ce que la nature peut produire quand le danger ne ressemble à rien de ce qu'un être humain sait instinctivement reconnaître. Parce que cette nuit-là, ce n'est pas le feu qui est venu, c'est le vide de l'air. Le drame de Byford Dolphin se produit dans la nuit du 5 novembre 1983 sur une plateforme pétrolière en mer du Nord, dans le champ gazier de Frigg, secteur norvégien. Ce n'est pas une plongée ordinaire. Les hommes qui travaillent là interviennent dans un système de plongée en saturation, un dispositif utilisé pour les travaux en grande profondeur. Dans ce type d'opération,
Les plongeurs vivent sous pression dans des chambres reliées à une cloche de plongée. Ils ne remontent pas à la surface comme dans une plongée classique. Leur corps reste maintenu pendant des jours dans un environnement pressurisé, puis la décompression se fait lentement, selon une procédure stricte. C'est précisément pour cela que la moindre erreur sur ce système peut devenir immédiatement mortelle. Au moment de l'accident, 4 plongeurs se trouvent dans le système hyperbar et 2 assistants de surface, appelés dive tenders, participent à la manœuvre autour de la cloche et du sas. La pression à l'intérieur du dispositif est d'environ 9 atmosphères, ce qui correspond à un environnement de saturation profond. Le montage comprend plusieurs chambres, un passage de liaison et une cloche de plongée qui vient s'y raccorder. Tant que tout reste verrouillé correctement, le système fonctionne comme un ensemble fermé. Mais si une ouverture se produit, alors que les pressions ne sont pas sécurisées, toute la masse d'air comprimée cherche à s'échapper d'un coup. Et à cette échelle, ce n'est plus une fuite, c'est une décompression explosive. C'est exactement ce qui arrive. Alors que la cloche vient d'être remontée et raccordée au système, une erreur de procédure permet l'ouverture du circuit alors que la pression n'est pas isolée comme elle devrait l'être. En une fraction de seconde, les plongeurs passent brutalement d'un environnement autour de 9 atmosphères à la pression atmosphérique normale. Dans les documents médicaux et techniques, ce point est central. Ce n'est pas une décompression rapide au sens habituel, c'est une chute de pression instantanée. Violente, mécanique, totale. Le corps humain n'a aucune capacité à encaisser un tel changement. Les conséquences sont immédiates. 4 plongeurs meurent dans l'accident, ainsi qu'un assistant de surface. Un autre assistant est grièvement blessé. Les rapports médicaux et techniques décrivent des lésions extrêmes provoquées par la brutalité de la décompression, par la force des différences de pression et, pour l'une des victimes, par l'éjection à travers l'ouverture créée au moment de l'accident. Ce qu'il faut retenir, au fond, c'est que les hommes n'ont pas eu le temps de lutter, ni de comprendre, ni de réagir. L'événement s'est produit à une vitesse qui dépasse complètement les réflexes humains. Pour comprendre pourquoi ce cas reste aussi lourd, il faut revenir au principe même de la saturation. Quand un plongeur travaille longtemps sous haute pression, les gaz respirés se dissolvent dans son organisme. C'est pour cela que la remontée doit être contrôlée avec une précision extrême. Si la pression chute trop vite, ces gaz ne ressortent pas progressivement. Ils se libèrent de manière catastrophique. Dans le cas du Byford Dolphin, la littérature technique et les travaux postérieurs retiennent justement cet accident comme l'exemple le plus grave d'une décompression explosive en plongée de saturation en mer du Nord. L'affaire ne marque pas seulement par sa violence, elle marque aussi parce qu'elle met en cause le système de sécurité autour de ces opérations. Les enquêtes et les discussions menées les années suivantes tournent autour d'un point essentiel. Une installation de ce niveau était censée empêcher qu'une séquence aussi destructrice soit possible. Le drame a donc été lu non seulement comme un accident technique, mais aussi comme la démonstration qu'en plongée offshore profonde, une seule erreur ou une seule faille sur un système mal protégé peut anéantir plusieurs hommes instantanément. Avec le temps, le nom du Byford Dolphin est devenu une référence dans l'histoire des accidents industriels offshore. Il ne renvoie pas à un naufrage classique, ni à une explosion de plateforme, ni à une noyade collective. Il renvoie à quelque chose de plus technique, et pour cette raison, encore plus froid. Un ensemble de chambres, de vannes, de procédures et de pressions qui fonctionnent tant qu'aucune erreur n'est commise, puis qui se transforment en machine létale au moment exact où cette erreur survient. Ce qui rend cette histoire si dure à raconter, c'est aussi son absence presque totale de mise en scène naturelle. Il n'y a pas de tempête spectaculaire, il n'y a pas de collision, il n'y a pas de feu gigantesque visible à des kilomètres, il y a seulement un dispositif industriel fermé, des hommes enfermés dans un environnement artificiel et un basculement d'une violence totale en une fraction de seconde. Dans beaucoup de catastrophes, on imagine encore quelques minutes de chaos. Ici, même cette durée disparaît presque complètement. Le Byford Dolphin reste donc l'un des cas les plus lourds de l'histoire de la plongée industrielle, non seulement à cause du nombre de morts, mais parce qu'il montre ce qu'est réellement la profondeur quand elle est transférée à l'intérieur d'un système humain. Les plongeurs ne meurent pas dans l'eau, au contact direct de la mer. Ils meurent dans une chambre conçue pour les protéger de cette mer, au moment exact où cette protection cède. Et c'est peut-être ce qui rend l'ensemble aussi dur. Ces hommes étaient déjà revenus de la plongée, la cloche avait été remontée, le travail sous l'eau était terminé. Et pourtant, c'est au moment du retour, dans l'endroit censé être le plus contrôlé, que tout s'est arrêté. Mesdames et messieurs, on en a fini pour toutes les histoires. J'espère que ça vous a plu et surtout intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez appris quelque chose au cours de la vidéo, une histoire qui vous était encore inconnue. Si pour moi je vous ai appris une chose, le pari est réussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une autre vidéo sur ce thème-là en particulier. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime et en vous abonnant à la chaîne. Je le redis encore une fois, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram. Je vous le remets juste ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!